Alors, pendant que l'équipe s'installe, pour la présenter, elle va parler de la reconversion du pôle Belvédère. La Ville de Québec, on en a entendu un peu parler, donc multiplie depuis 2010 des programmes particuliers d'urbanisme, des PPU. Les PPU, ça permet de traiter de manière détaillée et cohérente avec le contexte particulier des quartiers certains secteurs qui ont besoin d'une attention spécifique, d'un peu plus d'amour, comme vient de le dire Romain. Le pôle Belvédère, qui est au carrefour de Montcalm et de Saint-Sacrement, fait l'objet justement d'un PPU. Et cette équipe, composée d'Alexandre Allard, qui est là-bas, de Maxime Bédartom, de Rosalie Laroche, d'Ève Renaud-Roy et d'Étienne Lavallée, qui a été supervisée par Tiano Diallo et Alexandre Lebel, a vu justement en ce PPU un timing intéressant pour intégrer une évaluation d'impact sur la santé. Et ça va aller, oui, oui, tout à fait. Le cœur va un peu plus vite, mais c'est la preuve qu'on en a un. Et voilà. Je laisse donc la parole avec 15 minutes. Je vais vous laisser vous installer quand même, on va prendre le temps. Il y aura ensuite une petite pause après les questions, évidemment, et votre attention soutenue pour cette dernière présentation du premier bloc. On la voit ici, en tout cas. Mais... Oui, non, la présentation est là. À matin, on a installé des... c'est toujours le risque quand on fait des avec nos propres... Non, avec nos propres polices, nos propres typos, puis qui... C'est belle pareil? OK, bon, je vais y aller d'abord. Donc, bonjour et merci d'assister à notre présentation Le pôle urbain Belvédère, une planification porteuse de santé. Donc, depuis l'automne dernier, en collaboration avec le département d'urbanisme de la Ville de Québec et le département de la santé publique de la capitale nationale, on a mené une évaluation d'impact sur la santé. Ce qui est important, c'est de revenir sur le concept de la santé parce que c'est ce qui nous a amené, peu importe les horizons différents que chaque professionnel avait, nous a amené à la même table. Donc, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ça consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas nécessairement un but, mais c'est vraiment une ressource à laquelle tout le monde devrait avoir accès pour se réaliser pleinement. Aussi, depuis la publication de la Charte d'Ottawa en 1986, il est formellement reconnu que la santé est affectée par un ensemble de facteurs environnementaux, mais qui ne sont pas répartis également sur le territoire. Puis c'est cette mauvaise distribution qui crée des inégalités sociales en santé. Il est donc important de créer des milieux de vie favorables à la santé, ce qui peut avoir l'air évident pour nous, mais c'est seulement récemment, en fait, que la nouvelle politique gouvernementale en prévention de la santé est sortie. Puis celle-ci prévoit outiller le milieu municipal afin qu'une analyse des effets potentiels sur la santé soit intégrée vraiment de manière systématique dans les démarches de planification territoriale. Le schéma qui est ici est adapté de la dite politique qui est en fait paru en octobre dernier. Donc, il y a toutes sortes de facteurs qui vont venir influencer, parfois de façon plus directe que d'autres, le bien-être. On les appelle les déterminants sociaux de la santé. Ça, on en parlait souvent pendant la présentation. Ces déterminants-là, ils réfèrent aux circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent, et vieillissent. Ça va avoir un impact facilitant ou contraignant sur l'atteinte du bien-être. Donc, ce qui est important dans ce schéma-là, c'est qu'on voit que la plupart des déterminants sont reliés à l'action humaine, les résultats de l'action humaine, pardon, et que l'aménagement du territoire a un rôle important. Donc, l'outil qui est privilégié par le gouvernement pour intégrer la dimension de la santé en aménagement, c'est l'évaluation d'impact sur la santé. Donc, c'est une combinaison de procédures, méthodes et outils par lesquels une politique, un programme ou un projet peut être jugé quant à ses effets potentiels sur la santé d'une population et la distribution de ces effets. L'objectif, pour nous, c'est de formuler des recommandations pour bonifier ou mitiger les impacts de différents projets d'aménagement, puis ainsi permettre d'orienter la prise de décision. Et c'est ce qu'on a réalisé à l'échelle d'un programme particulier d'urbanisme. Donc ici, on voit en turquoise, c'est le processus de notre IIS. Donc, c'est ça, à partir de maintenant, évaluation d'impact sur la santé, on va dire IIS, ça va faire beaucoup plus court. En bas, c'est le processus du PPU de la ville. Donc, en août 2016, la ville a proposé de mener une IIS sur le PPU pour le pôle urbain Belvédère. Donc, c'est déjà la première étape type qu'on va avoir dans une IIS, c'est le dépistage. On décide si on va mener l'évaluation ou non. Puis notre équipe a poursuivi le dépistage en relevant une liste de déterminants sociaux de la santé les plus sensibles aux modifications que le PPU va apporter sur le territoire. Ensuite, en octobre,
On a clos le dépistage, puis on a terminé le codage en collaboration avec nos partenaires. À ce moment-là, on a défini le rôle de chacun. On a vraiment choisi quels allaient être nos 8 DSS sur lesquels on en allait faire nos analyses. Donc, il y en a 3 qu'on a analysés et qu'on a présentés avec recommandation en décembre devant nos partenaires. Puis, il y en a 50 qu'on a continué à évaluer pendant l'hiver en prenant en considération les modifications en cours de route du PPU, ce qui représente la petite loupe finalement, vu que c'est un document qui évolue. Donc, on voit que c'est vraiment un processus on voit que c'est un processus qui est vraiment parallèle puis qu'il faut s'ajuster en cours de route. Donc, oui, on arrive en fin de maîtrise, mais juste un petit refresh. Un PPU, en fait, c'est un programme particulier d'urbanisme. Donc, c'est un outil de planification qui est inscrit dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est mis à la disposition des municipalités pour orienter et harmoniser le développement futur d'un territoire désigné comme stratégique. Dans le cas de Tresselab, ce territoire stratégique, c'est le pôle urbain Belvédère. Donc, ce secteur-là, il est stratégique dans le sens où c'est vraiment un pôle de transport régional. Il y a 4 autobus 800 qui vont venir le traverser. Il y a aussi 3 artères importantes d'est en ouest. On a chemin Sainte-Foy, boulevard René-Lévesque et Grande Allée. Aussi, on voit que c'est à l'intersection de trois quartiers, pardon, et c'est sur la limite de 2 anciennes villes. Ça n'a jamais fait l'objet d'une planification auparavant. Donc, le but, c'est vraiment de passer d'un espace de transition pour en faire un milieu de vie à part entière qui est ancré au reste du territoire. Donc, le PPU, en soi, ça, c'est sa structure simplifiée. Nous, on est vraiment allé se concentrer au niveau des 25 objectifs pour faire notre évaluation. Ça nous permet d'avoir un niveau d'analyse qui a une vue d'ensemble sur les orientations d'aménagement, mais aussi d'aller préciser avec les 90 principes. C'est un choix qui a été fait au niveau du cadrage avec nos partenaires. Donc, quand on a tous ces éléments-là ensemble, on a monté un modèle logique. On voit qu'en amont, on a nos 25 objectifs qui vont avoir une influence sur les 8 DSS. Ces 8 DSS vont avoir un impact direct ou indirect sur la santé physique et la santé mentale psychosociale. Ça, c'est vraiment notre ressource ensuite en tant que population pour aller atteindre la qualité de vie. Puis, c'est comme ça qu'on a vraiment venu clore notre cadrage. Donc, ensuite vient l'étape de l'analyse. Donc, ça, c'est une analyse qu'on a dû adapter pour chacun de nos 8 DSS parce qu'ils sont de nature différente. Le but, c'est de mener une comparaison entre le scénario statu quo et le scénario avec modification, donc ce que propose le PPU. Donc, on a mené une revue de littérature par DSS. Ensuite, on est allé sur le territoire ou ailleurs pour récolter les différentes informations de nature qualitative et quantitative, voir les impacts du PPU sur le DSS, déterminants sociaux de la santé. Ensuite, évaluer les caractérisations et effets. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est un impact à surveiller? Ou est-ce qu'on manque simplement d'informations pour pouvoir le caractériser? Avec tout ça, on est allé formuler des recommandations qui vont servir à bonifier ou mitiger les impacts. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va avoir Maxime qui va nous donner un exemple. Excellent, oui. Donc, dans le cadre de cette présentation-ci, on a décidé de vous présenter l'exemple de la sécurité des déplacements, qui est un déterminant social de la santé assez important sur le territoire. Dans le haut, on a la légende, donc en ce moment, on se situe dans la revue de littérature. La revue de littérature nous a permis d'évaluer que la sécurité, c'est quelque chose de particulier qui n'a pas une réalité concrète. Donc, ça peut se mesurer soit par des cartes d'accident ou encore par des aménagements particuliers. On a évalué qu'il y avait 8 types d'aménagements qui pouvaient favoriser la sécurité, qui se déclinent en normes, en aménagement du cadre bâti ou en infrastructure routière. Comment ça se décline sur le territoire au niveau de la situation? Donc ici, c'est une carte avec la présentation des accidents qui impliquent plusieurs modes de déplacement. Donc les automobiles qui ont des accidents avec des cyclistes ou des piétons. D'une façon plus spécifique, ce qu'on voit, c'est que notre territoire est traversé par 3 axes dans une direction est-ouest, soit en partant du nord, le chemin Sainte-Foy, René-Lévesque et Grande-Allée. Ces 3 axes-là font 4 voies de large et ont tous une vitesse autorisée de 50 km/h. Tandis que dans les axes nord-sud, on voit à gauche l'avenue Hollande et Belvédère. Il y a peu d'aménagements spécifiques à la sécurité sur ce territoire-ci. Il y a du pavé uni qui démarque l'espace au coin de Calixa-la-Vallée et René-Lévesque, ou sinon on a aussi un îlot central sur Grande-Allée. On a aussi fait une intersection entre les intersections sur le territoire, qui sont dénotées par les points turquoises, et les accidents. On voit une bonne corrélation entre les accidents et les intersections. C'est quelque chose à quoi on peut s'attendre, puisque la revue de littérature dit que quand il y a des intersections ou des aménagements spécifiques faits pour les piétons, on voit une augmentation du nombre d'accidents en termes de volume, parce qu'évidemment, il y a une augmentation du nombre de piétons. Par contre, ça permet aussi d'identifier 2 secteurs chauds, soit devant l'hôpital Saint-Sacrement à l'entrée de l'hôpital et aussi au coin René-Lévesque et Hollande. Donc ça, c'est la situation actuelle.
Quand on se penche sur l'impact du PPU sur la sécurité des déplacements, on peut identifier 3 mesures plus concrètes. Donc, les 2 points verts représentent un réaménagement des axes de correspondance entre piétons et transports en commun. Donc, ceux-ci devraient faire l'objet d'une planification pour augmenter la sécurité et favoriser une intermodalité. De la même façon, en rose-rouge, ce qu'on peut voir, c'est la transformation de l'avenue Joffre en axe de mobilité active. Donc, ça va devenir une voie partagée entre piétons, cyclistes et automobilistes. Finalement, ça ne peut pas être présenté sur cette carte-là, mais il y a aussi un objectif qui est le 4.3.3 du PPU, qui vise à améliorer les aménagements sécuritaires, soit en faisant des avancées de trottoirs ou des îlots centraux, ou est-ce qu'il y a une disponibilité en termes d'espace. Quand on analyse toutes ces mesures-là, on peut en arriver à une caractérisation. Je vais vous agrandir ça ici. Donc, la caractérisation, premièrement, nous permet de déterminer que l'impact du programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Belvédère devrait avoir un impact globalement positif sur la santé, puisqu'il y a 10 impacts positifs qui ont été identifiés pour seulement un impact à surveiller. Par contre, on le sait que dans une évaluation d'impact sur la santé, ce n'est pas seulement d'appliquer des recommandations pour les impacts négatifs, mais c'est aussi de favoriser la santé en bonifiant des décisions qui pourraient avoir un impact positif sur la santé. Donc ici, on va vous présenter l'exemple d'une recommandation qui a été formulée en lien avec la sécurité des déplacements. Au départ, il y en avait 5. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la recommandation qui est d'effectuer des aménagements dissuasifs pour la vitesse. Cette recommandation-là vient de la réalisation, en regardant dans la revue de la littérature, qu'il y a un enjeu au niveau de la vitesse exercée sur un territoire. Donc, à mesure que la vitesse va augmenter, on voit une gravité des accidents qui est exponentielle. Puis aussi le fait que changer les normes de vitesse sur un territoire n'a pas un impact significatif sur la vitesse exercée. Donc, c'est important de jumeler ça avec des aménagements spécifiques. Le premier exemple de mise en œuvre qu'on vous présente, c'est pour bonifier un impact positif ou neutre. Donc, on avait parlé du fait de réaménager l'avenue Joffre en axe de mobilité active. On sait par contre qu'il y a un point chaud d'accident qui se situe au coin du corridor Père-Marquette et de l'avenue Joffre. Puis en plus, il y a des populations vulnérables qui se trouvent dans ce secteur-là, avec des jeunes qui essaient de se rendre à l'école. Donc, ce qu'on propose, c'est d'aménager une intersection surélevée de 3 cm sur l'axe de mobilité active à ce coin spécifique, afin de créer un effet de dos d'âne et de forcer, ou en fait de favoriser le respect de la norme de vitesse qui est de 30 km/h. Un deuxième exemple de mise en œuvre qu'on propose, cette fois-ci, c'est pour mitiger un impact à surveiller. Donc, c'était l'objectif du PPU qui est de conserver la circulation et la fluidité sur les axes d'importance. Ici, on voit le chemin Sainte-Foy avec un point d'accident que j'avais identifié plus tôt qui est assez important sur le territoire. Donc, l'entrée de l'hôpital, pardon. L'analyse de la situation nous a permis d'identifier le fait que c'était un virage en diagonale en réaction au trafic qui venait en sens contraire, qui favorise une vitesse assez élevée des véhicules. Donc, notre proposition, c'est d'installer un terre-plein central à profil étroit en face de l'entrée de l'hôpital. Puis, ça aurait le double effet en imposant une barrière physique, tout d'abord de faire ralentir la circulation, mais aussi de forcer les véhicules à prendre un angle plus aigu pour entrer dans l'hôpital et ainsi favoriser un meilleur respect des normes de circulation. Donc, une fois qu'on a vu ça, on a réalisé notre caractérisation pour l'ensemble des objectifs du PPU. Puis on vous présente ici un tableau récapitulatif. Ce qu'on voit sur la gauche, c'est les 25 objectifs du PPU qui ont été identifiés. Et en haut, c'est nos 8 déterminants sociaux de la santé. Donc, d'une façon générale, ce tableau-là nous permet d'identifier le fait que le PPU devrait avoir un impact globalement positif sur la sécurité et la santé, pardon. Mais il nous permet aussi de faire 2 autres constats. Ici, on vous identifie les objectifs du PPU en fonction de nos déterminants sociaux de la santé, en lien avec la mobilité et les déplacements. Puis on voit qu'il y a un ensemble de déterminants sociaux de la santé qui sont affectés par certains objectifs. Donc, la ville doit prendre en compte le fait que des décisions d'aménagement, même s'ils ne touchent pas nécessairement la santé, vont affecter un ensemble de caractéristiques du milieu qui peuvent éventuellement avoir un lien avec la santé. Deuxièmement, ce qu'on peut identifier, c'est le fait qu'il y a des déterminants sociaux de la santé. Ici, on a mis accès au logement et capital social qui sont affectés d'une façon prépondérante par les décisions d'aménagement. Puis ça a un lien avec le niveau de planification. Donc, on peut se rendre compte que le capital social est peut-être plus adapté à un niveau de planification d'un programme particulier d'urbanisme. Une fois que ça a été dit, on peut présenter nos recommandations. On a formulé 22 recommandations avec plusieurs mises en œuvre. Puis on voit ici les déterminants sociaux de la santé en haut. Donc, chacune des recommandations a été formulée pour un déterminant social de la santé en particulier. C'est identifié avec un carré bleu. Par contre, lorsqu'ils affectaient un deuxième déterminant social de la santé, ça a été identifié avec un point rose. Dans ce cas-ci,
Ça nous permet de faire deux constats, encore une fois. Pour la ville, tout d'abord, ça devient facile de cibler des recommandations en particulier qui vont avoir un impact significatif sur un ensemble de facteurs qui influencent la santé des populations. Donc, quand on parle d'une évaluation d'impact sur la santé comme étant un outil d'aide à la décision, c'est vraiment à ça qu'on peut référer. Puis deuxièmement, de la même façon, certaines recommandations ont, certains déterminants sociaux de la santé sont plus affectés par un ensemble de recommandations, dont, encore une fois, le capital social. Puis c'est ce qu'Ève va vous expliquer maintenant. Parce que finalement, on s'est rapidement rendu compte que le capital social est différent des 7 autres DSS, qui sont des phénomènes observables physiquement, soit des phénomènes qui pourront être favorisés par des mesures physiques, ou soit les deux. Pourtant, oui, le capital social est sensible, mais il ne suffit pas d'avoir des stratégies en aménagement pour pouvoir le renforcer. Il faut aller plus loin que ça, en fait. Ici, tel qu'on peut le voir, les facteurs qui influencent le capital social sont intangibles, interdépendants et vont clairement au-delà de l'aménagement. Donc, c'est clair qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails du concept vu le temps de la présentation, mais ce qui est important de retenir, puisque le processus de l'EIS nous a fait réaliser, c'est qu'il faut aller au-delà des recommandations faites en fonction d'un objectif d'aménagement. D'où l'importance de spécifier et d'établir des bonnes lignes directrices dans les mises en œuvre, même si des fois, c'est permis d'aller plus loin que l'échelle d'intervention d'un PPU. Donc, oui, l'aménagement a une influence pour atteindre la santé sur le capital social, mais pas seulement sur l'objet, mais aussi sur le processus. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple, de l'axe de mobilité active sur Joffre, il suffit pas d'en faire un pour que finalement l'esprit de communauté jaillisse de derrière les buissons. Il faut aller plus loin que là. Il faut impliquer les riverains en amont vraiment. Pour la conception, la planification, même pour la mise en place de certains éléments, que ce soit d'aller faire du marquage multicolore au sol. Finalement, le but, c'est de les impliquer en amont avec leur créativité puis leur énergie. Puis ça va renforcer une certaine appropriation citoyenne des lieux. Dans cet exemple précis, c'est ce que le PPU a l'intention de faire. Donc, déjà, c'est envisageable. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'appliquer ce processus inclusif-là à autant d'objectifs que pertinents. Donc, oui, pour atteindre une qualité de vie équitablement répartie sur le territoire, il faut y aller plus loin. Il faut appliquer des gens, des organismes, des entreprises, la volonté publique. Bien que les aménagistes soient des joueurs très importants, tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Donc, bref, conclusion. Ça nous a permis d'évaluer en amont, de manière prospective, les impacts sur la santé que peut avoir un programme particulier d'urbanisme sur une population existante. Ça nous a permis de briser les silos professionnels en rassemblant à la même table des gens de différents secteurs, mais de différentes échelles d'intervention aussi, puis de développer une vision holistique des impacts d'un PPU en allant croiser les dimensions physiques et sociales. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation éclairant bien ce qu'est une EIS et telle qu'appliquée dans un contexte d'aménagement. La parole est aux gens qui ont des questions. Antoine Verville. Merci. Peut-être une petite question. Dans votre tableau récapitulatif, là, on voyait que le bruit était peut-être le DSS qui était comme le plus à risque, là, ou en tout cas où il y avait le plus de rouge. Je veux juste en parler un petit peu, en fait, pourquoi ça, puis c'est quoi vos recommandations, propositions pour ce DSS-là qui est moins positif? Dans le fond, au niveau du bruit, il y a une difficulté au niveau d'un programme particulier d'urbanisme d'affecter vraiment la façon dont le bruit va être exercé sur le territoire. Il y a aussi le fait qu'on avait des données plus précises qu'on n'a pas pu aller chercher, en fait, au niveau des prises de son sur les artères. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fié beaucoup plus à des consultations citoyennes où on avait des problématiques identifiées au niveau du bruit. Puis, c'est peut-être ça, on a un niveau de fiabilité des données qui a affecté notre lecture du territoire, puis c'est plus au niveau des nuisances sonores. Donc, peut-être qu'il y a une population aussi qui est plus facilement affectée au niveau du bruit. Par contre, nos recommandations portent beaucoup sur l'implantation. Ils veulent faire des points particuliers pour avoir des axes commerciaux qui vont s'installer au coin Belvédère, admettons. Donc, nos recommandations portent sur le fait de prévoir l'augmentation du niveau de bruit dans ces secteurs-là et d'en tenir compte au niveau des réaménagements. Merci. D'autres questions? Commentaires? Oui, oui. C'est le petit renflement. Non. Félicitations et le bon travail. J'ai juste joué le rôle de, c'est quoi en français, avocat de diable. Ouais, ok. Traduction directe. Mais c'est un peu dans le sens que
peut-être les perceptions de la population sont souvent que d'avoir une voiture, ça c'est la façon d'y aller vers une place pour faire les loisirs, et ça c'est la façon d'avoir une meilleure santé. Ce que vous avez proposé ici, c'est une diminution de mobilité et l'accès par voiture, parce que je pense, si vous soulignez tous les liens entre les impacts du trafic, du transport, sur la santé, du quartier, je pense que c'est pas mal un des les liens les plus forts. Donc, c'est un peu dans ce sens que quand vous proposez ces propositions, je pense qu'il sera une réaction de la population avec les perceptions des avantages d'une voiture à une vitesse de 50 km par heure. Donc, c'est juste dans ce sens. Comment vous pouvez défendre une diminution de la vitesse? Au niveau de la vitesse, en fait, on ne défend pas une réduction de la vitesse, on prône le respect des limites de vitesse qui sont établies sur le territoire. Donc, c'était plutôt de faire des aménagements. Dans nos mises en œuvre, c'est beaucoup plus le fait de faire des aménagements qui vont favoriser le respect des normes de vitesse déjà présentes, puis qui respectent aussi les ambitions de la ville dans ses objectifs de ne pas nuire à la fluidité. Donc, plutôt que de proposer une intersection qui rajoute une lumière avec des phases piétons, c'est de créer des aménagements qui ne nuiront pas d'une façon prépondérante à la circulation automobile, tout en favorisant une meilleure sécurité des déplacements dans ce cas-ci, mais ça peut être formulé aussi au niveau de la qualité de l'air, des habitudes de déplacement et autres dans l'ensemble du rapport. Peut-être que vous aurez l'occasion d'éclairer tout ça à la pause. Claude, est-ce qu'il y a des commentaires en ligne? Écoutez, rapidement, parce que le temps file, mais plusieurs commentaires ont été soulignés, mais je tiens quand même à souligner les commentaires de félicitations. Vous avez vraiment beaucoup de bravo. Rana Atmal, Joël Riffon, Jean Dubé, une certaine Véronique, manifestement une ancienne étudiante d'Alexandre Lebel qui dit « Bravo, démarche beaucoup plus aboutie que dans mon temps ». Alors, comme quoi, il y a du progrès en matière d'évaluation en santé. Moi, je tiens à vous féliciter également.